On se retrouve pour le dernier point lecture de février, puisque je vais faire un gros point lecture, mais en fait, je pense que ça va aller parce que je crois qu'il y a des livres dont j'ai déjà parlé, etc. Donc bref, normalement, on devrait réussir à caser ça en une seule vidéo. C'est parti, on y va. Vous aurez remarqué que je suis un petit peu en retard dans mes bilans lecture, puisque je suis encore sur février et qu'on est mi-avril. Mais écoutez, j'avais plein d'idées de plein de vidéos, donc j'ai fait ça, et du coup voilà où on en est. Mais aujourd'hui, ça y est, je rattrape, je termine février, comme ça la semaine prochaine, on attaquera les bilans de mars. Donc, en février, j'ai devant moi ma petite liste. J'ai lu le tome 1 d'Hunger Games, qui était une recommandation de mes 12 livres recommandés par 12 amis sur Insta. Et je l'ai écouté en audio, donc l'audio est lu par la doublure française de l'actrice. Voilà. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais déjà vu les films, donc je savais où ça allait, j'avais pas de surprise. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le roman était très réussi en termes d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a un peu tous les tropes qu'on attend en young adult, avec voilà, plein de choses qui se retrouvent, plein de tropes typiques de la dystopie qui sont attendues aussi, j'ai envie de dire. Mais l'autrice a réussi à faire quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, qui peut se lire adulte sans être agaçant, à vraiment intégrer dans son récit des émotions beaucoup plus larges que juste, entre guillemets, même si c'est réducteur dit comme ça, mais des émotions d'adolescents, dans des rapports familiaux, dans des amitiés, dans des rapports entre d'autres personnages aussi plus adultes. Et je trouve que du coup, il y a vraiment quelque chose de très réussi sur l'écriture de ce livre qui le rend vraiment agréable, même adulte. Je trouve aussi qu'elle arrive à créer des adolescents très convaincants, c'est-à-dire que à la fois ce sont des ados avec parfois des problématiques d'ados et le fait que c'est encore des jeunes personnes immatures, hein, le cerveau est immature et c'est normal en fait, et c'est normal que ces adolescents soient des adolescents, mais en même temps ils ne sont pas non plus totalement déconnectés de ce qu'ils sont en train de vivre et totalement concentrés sur des choses qui seraient un peu bizarres. Typiquement, elle parvient à créer une relation, donc sans grande surprise, entre Peeta et Katniss, qui est très convaincante parce qu'il y a vraiment ce mélange de rapports adolescents à la relation et en même temps cette espèce de maturité forcée par les événements, par ce qui se passe et qui font que c'est très réussi. Franchement, pour moi, c'est une très belle réussite. J'ai été très émue à plein de moments parce qu'il y a des très belles choses qui se passent, que ça soit entre les personnages en termes de relations individuelles, quoi, autant que sur les peuples et sur le soutien qu'apportent les districts aux jeunes et vraiment pour moi c'est très réussi. L'aspect dénonciation est aussi très bien mené, enfin, c'est plein de rebondissements, c'est haletant, c'est plein d'actions, en même temps ça laisse une belle part à la psychologie et à l'évolution des personnages, enfin, et je pense par exemple à la relation entre Katniss et sa mère Katniss finit par comprendre en fait que sa mère qui les a délaissés, elle et sa sœur, quand leur père est décédé, donc quand son conjoint est décédé, qui les a délaissés, en fait elle a sombré dans une dépression et elle lui en voulait parce qu'elle n'avait pas ce recul et elle comprend en fait finalement que c'était une maladie et que c'était pas le choix de sa mère. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était très réussi, c'était très mature, très intelligent, très bien mené, très belle lecture pour moi. En février, j'ai également lu Calliope de Michael McDowell et réécrit, terminé par Tabitha King, qui est donc l'histoire de Calliope, qui est une petite fille qui, au début du roman, est avec son père, sa mère et son frère aîné à l'hôtel pour je ne sais plus quel événement, et son père est assassiné de manière extrêmement gore, dégoûtante et assez décrite, et franchement c'est vraiment dégueu, hein. On n'est même pas dans l'horreur, on est dans du splatch, voilà. C'était dégoûtant, mais c'était très réussi, il y a ce côté trash qui fonctionne très bien, que j'aime beaucoup chez Michael McDowell. Pour moi, la scène où on décrit ce qui est arrivé à son père fait vraiment écho à une scène de Blackwater qui était aussi très surprenante par le côté très trash de ce qui se passait. Et vraiment, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans Blackwater, c'est-à-dire des relations familiales compliquées, c'est-à-dire ce côté fantastique, magique, un peu intouchable, perceptible, mais qu'on peut pas palper, impalpable, et ce côté dégoûtant, trash, un peu horrifique, parfois un peu effrayant. Il y a vraiment tous les éléments que j'avais adoré dans Blackwater, mais en beaucoup plus développé, puisque Calliope est beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup reprochent à Calliope, c'est vrai que c'est
assez long. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où il se passe pas grand chose, mais moi je l'ai vu, enfin au début j'ai pensé que c'était vraiment un thriller et en fait je me suis laissée happer par l'écriture, je me suis laissée happer par l'histoire, je me suis laissée happer par toute la tendresse que j'ai ressentie pour le personnage de Calliope qui vit des choses extrêmement difficiles puisque le père qu'elle adore et qu'il adore en retour meurt dans des circonstances horribles et extrêmement traumatisantes et sa mère qui est la seule adulte qui reste pour s'occuper d'elle, en fait, on peut pas dire qu'elle l'aime pas, mais c'est pas une très bonne mère. Objectivement, je veux dire, en termes de violence psychologique et tout, c'est vraiment pas une bonne mère. Et c'est vraiment, Calliope était un personnage qui était extrêmement touchant par cet amour indéfectible qu'elle a pour sa mère, mais tout en sachant que la manière dont sa mère se comporte n'est pas normale, tout en ayant du recul, plus elle grandit, plus elle a du recul sur ça, et tout en faisant ses choix et en petit à petit, en s'émancipant finalement de tout ça. Et pour moi, c'était une réussite à ce niveau-là. Il y a juste un passage vers la fin où d'un coup, après avoir passé beaucoup de temps avec Calliope enfant, elle grandit d'un coup et tout va très très vite. Ça m'a pas trop dérangé, moi personnellement, j'ai aimé en fait ce bouquin, hein, voilà. Mais je peux concevoir que ça soit déstabilisant parce que c'est vrai que sur un grand nombre de pages, on la voit petite, on la voit enfant, on la suit pendant très longtemps à un âge qui évolue très doucement. Et d'un coup, c'est une adulte et d'un coup, plein de choses se passent. Mais bon, après, voilà. J'ai vraiment aimé ce livre. Je vous dis, j'ai retrouvé les éléments que j'aimais chez Michael McDowell. J'ai retrouvé ce qui faisait pour moi la beauté aussi de Blackwater. Et même si c'est vrai qu'il y a un côté un peu, peut-être pas tout à fait abouti dans Calliope, ça a fonctionné pour moi. Donc je vous recommande, si vous aimez les histoires, un peu tranches de vie, avec ce côté très thriller au début, mais qui passe un peu, très dégoûtant, machin, et puis ensuite plutôt qui va tomber dans le fantastique et dans la magie, un petit peu comme ça, impalpable, et ce côté tranche de vie, et un personnage d'enfant extrêmement attachant, je vous le recommande, mais je pense que c'est un livre qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais vraiment qui mériterait à être peut-être plus connu parce que je l'ai assez peu vu passer. J'ai lu Appleseed de Matt Bell, qui était un service de presse que j'avais reçu de la part de l'Atalante, qui est donc cette histoire un petit peu inexplicable. C'est très dur à résumer, où on suit différents groupes de protagonistes, donc 3 groupes de protagonistes, dans 3 situations extrêmement différentes. On va suivre, et ça n'est pas un spoil, un faune qui vit avec son frère dans la nature et qui a pour seule ambition de planter des graines de pommier parce qu'il est persuadé qu'un jour il trouvera la bonne graine qui fera pousser le bon pommier et qui donnera les bonnes pommes pour redevenir un humain. On suit un personnage plutôt a priori, on le sent assez rapidement dans le futur où la société s'est un peu effondrée, où le privé rachète tous des États entiers aux États-Unis, un groupe qui se bat contre a priori, c'est ce qu'on comprend dès le début, et un 3e personnage qui est un petit peu indescriptible, qui est seul et qui recherche quelque chose mais on ne sait pas forcément bien quoi et ça met du temps à se développer. Appleseed, c'est un livre très particulier parce qu'il y a ces 3 groupes de protagonistes, ces 3 lignes dans l'histoire et on ne sait pas les situer dans le temps, pas vraiment, et on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Alors il y a un point de vue qui est très clair dès le début, c'est plutôt celui qui se passe dans le futur, mais les 2 autres sont assez obscurs. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est dans le passé? Tout ça est assez insaisissable et en fait Appleseed, c'est un livre qui est une très belle ode à l'écologie, une très belle ode au respect de la nature, mais qui doit être lue jusqu'au bout pour être comprise. Et où il faut prendre le temps et il faut prendre l'espace mental pour comprendre ce qui se passe parce que c'est vrai que c'est pas si accessible que ça. Ceci étant dit, l'écriture est magnifique, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes bien que très déstabilisantes. C'est un livre que j'ai aimé découvrir, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Emeline d'ailleurs et qui n'a pas été une lecture facile, qui n'a pas été une lecture hyper fluide à tout le temps en tout cas, mais qui a été satisfaisant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la fin, j'ai eu ce sentiment de tout se met en place et je comprends. Alors je comprends pas tout à 100% parce qu'il y a une part de mystère malgré tout qui demeure. Il y a une part, je pense, de mythologie, de peut-être quelque chose d'un peu biblique qui, si on connaît pas bien, peut rester un peu insaisissable dans une certaine mesure, mais de satisfaisant parce que quand même les choses prennent du sens et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais qui est très particulier. Ça veut dire que je pense que si vous voulez vous lancer dans Appleseed, sachez
que c'est spécial. Sachez que ça demande de la concentration et il faut aussi à d'autres moments savoir se laisser porter par le récit. C'est particulier, c'est une lecture particulière, mais très intéressante et très riche, très très riche en termes de thématiques, en termes de représentation, en termes de points de vue, que ce soit politique, écologique, en termes de relations, parce qu'on a par exemple cette relation entre ces deux frères, on a différents types de relations. Et vraiment, c'est une lecture qui m'a marquée et que j'aimerais bien relire maintenant que j'ai cette première lecture et que j'ai assimilé, je pense, 70% ou 75% du bouquin, le relire plus tard, dans quelques mois, années, pour voir ce que j'ai pu rater peut-être à la première lecture et que tout reprenne son sens. En février, j'ai lu Sweet Harmony de Claire North, qui était également un service de presse que j'avais reçu de la part de Le Bélial, qui est un livre que j'ai adoré, j'en ai beaucoup parlé en vlog je pense. Sweet Harmony, c'est l'histoire d'une société futuriste dans laquelle les gens peuvent contracter des contrats qui leur permet d'avoir accès à des... Je sais pas très bien comment vous expliquer ça, à des... j'ai plus le mot, mais à des nanos, je crois, qui vous permettent de vous améliorer. Alors, il y a un côté très santé à ces nanos qui sont beaucoup plus dans la détection de problèmes. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, beaucoup de cas de cancer, de je ne sais quoi dans votre famille, vous pouvez contracter un contrat qui va surveiller ça et vous alerter dès qu'il y a les premiers signes. Mais ça a évidemment été développé pour améliorer son physique, donc pouvoir être très musclé sans faire de sport, avoir les dents toujours blanches sans avoir besoin de les laver, pouvoir manger plus que ce que son corps a besoin et sans être malade, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, en fait ça va très très loin bien évidemment. Et on suit Harmony qui au tout début se retrouve avec un énorme bouton, un furoncle sur le menton et qui ne comprend pas parce qu'elle a tous les nanos qui devraient empêcher ça et elle se rend très vite compte que elle a contracté énormément de contrats qu'elle ne parvient plus à payer et que tout se détraque. L'histoire de Sweet Harmony, c'est pour moi une double histoire. C'est l'histoire des dictates de la société sur le physique, notamment le physique des femmes, et tout ce qu'être une femme implique, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes d'attente sociale, enfin bref, tout ce pan-là qui est très violent, très dur. Hein. C'est pas un livre qui est léger, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le commence. C'est pas léger. Harmony a vécu dans le passé, et on y revient, des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, en termes de relations toxiques, en termes de physique, en termes de s'obliger soi-même à ne pas être soi-même pour correspondre à ses attentes. Et il y a un deuxième pan de l'histoire qui est peut-être un petit peu plus en sous-texte, mais qui est aussi très important, qui concerne la santé et qui concerne l'accessibilité à la santé et comment petit à petit, à force de privatiser la santé, on rend la santé inaccessible à plein de gens. Et bref, il y a tout un pan de l'histoire aussi autour de ça. C'est un livre que j'ai adoré, qui est, encore une fois, je vous le dis, qui est très violent. Il y a quand même des trigger warnings, je pense, autour voilà, de tout ce qui peut être TCA, autour de ce qui peut être relations toxiques, relations d'emprise, autour de relations sexuelles non consenties, voilà, des violences sexuelles que vous pouvez imaginer. On s'attarde pas vraiment dessus, mais tous ces trigger warnings existent et je pense que ça peut être heurtant. Je sais qu'Emeline, qui l'a lu un petit peu après moi, je crois, a été heurtée par certains aspects de cette histoire qui, moi, m'ont pas forcément qui m'ont choquée, qui m'ont évidemment révoltée, mais qui m'ont pas forcément touchée personnellement. Mais effectivement, je conçois que ce soit le cas parce que c'est vrai que en très peu de mots, Claire North, avec sa plume toujours aussi incisive, toujours aussi concise, toujours aussi... voilà, elle y va, quoi. Elle fait pas semblant, elle tire pas à blanc, concrètement. Eh bien, elle retransmet des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, mais exacerbées fois 10, fois 100. Donc, lisez Sweet Harmony si ces thématiques vous intéressent. Claire North fait ça avec, pour moi, un brio incomparable. C'est vraiment une autrice que j'adore. Mais protégez-vous quand même parce que ça reste un livre qui est violent, qui est dur, à cause des thématiques que j'ai pu aborder précédemment. Donc je tiens à vous le redire quand même, c'est un livre qui n'est pas si simple que ça, qui parle de choses qui sont violentes à l'heure actuelle dans nos sociétés et qui les exacerbent. En février, j'ai lu 75% je pense du Chant des Glaces de Jean Krug que j'ai mis en pause prolongée pour le moment puisque je n'arrivais pas à y retourner tout simplement. Le Chant des Glaces, c'est l'histoire de l'humanité qui... essaie d'obtenir un minerai particulier qui existe sur une planète particulière, planète qui est devenue une planète prison, où on met des gens qui ont fait des choses ou pas. D'ailleurs, par exemple, ça peut être des gens qui ont tué, comme des gens qui n'ont pas réussi à payer des factures. On met des gens sur cette planète et on les exploite pour extraire ce minerai. Et on va suivre différents personnages qui vont graviter autour de ça, puisque l'objectif des personnages, enfin de certains de ces personnages, c'est de réussir à extraire
le minerai le plus pur possible, sans altération, sans avoir été abîmé par l'extraction. Et donc on suit différentes temporalités autour de ça et différents points de vue autour de ça. C'est un livre qui clairement est très porté sur l'écologie et en ça c'est très réussi, et aussi sur la politique autour de l'écologie et de ce qui est mis en place. C'est un livre qui était très intéressant aussi sur ses dénonciations sociales. Je pense à la planète prison qui est extrêmement injuste, puisque finalement les gens qui se retrouvent sur cette planète prison se retrouvent à avoir des enfants qui deviennent par défaut eux-mêmes des détenus de cette planète. C'est-à-dire qu'officiellement ils sont libres et ils peuvent partir, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc il y a quand même pas mal de dénonciations dans ce livre qui sont très intéressantes, qui sont bien menées. Ce qui fait que j'ai pas réussi à retourner, c'est que finalement, moi le point de vue qui m'intéressait, c'était ce qui se passait concrètement sur cette planète, et l'aspect social m'intéressait énormément. Et il y avait beaucoup en fait de points de vue et de temporalités qui s'intercalaient et qui étaient pour moi un peu moins intéressantes, pas totalement désintéressantes, mais moins intéressantes, et qui coupaient cette lecture parfois pendant de longs moments, qui coupait ce point de vue qui m'intéressait plus, et c'était peut-être pas le bon moment, tout simplement parce que je pense que c'est un livre qui pourrait me plaire, mais et qui ne m'a pas déplu au demeurant, mais j'avais pas envie d'y retourner. En fait, j'avais pas cette envie qui fait que vous ouvrez un livre avec plaisir. Donc je l'ai mis en pause pour le moment. J'ai dit que je l'avais abandonné sur mon bilan mensuel. Je n'exclus pas totalement de le reprendre un jour, mais pas dans l'immédiat. Toujours est-il que je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes parce que ça restait intéressant, mais c'est vrai que ça l'a pas fait. Je pense que vraiment c'est une question de moment, c'était pas du tout le bon moment pour moi. Février a été le mois où j'ai lu également Curiosity de Sophie Divry, que j'avais acheté un petit peu sur un coup de tête suite à l'achat de Marion. Je sais pas si elle l'avait lu, je crois qu'elle l'avait lu à ce moment-là. Curiosity, c'est 2 petites nouvelles très courtes où on va suivre Curiosity dans la première nouvelle, qui est je sais plus le mot, mais qui est un robot qui est sur Mars, une IA qui doit faire des recherches pour un temps donné, et ensuite elle est désactivée et on en envoie un autre. Et en fait Curiosity, c'est une IA qui a conscience de ce qui se passe autour d'elle et qui est en recherche de contact, d'échange. Et donc on va suivre un peu le journal de Curiosity sur ce qui s'est passé sur cette planète à son arrivée, etc. Et ce qui se passe pour IL, je sais pas si on peut dire il ou elle, donc pour IL à l'heure actuelle, et qui sent la fin de sa mission arriver et donc la fin de sa vie arriver. Et c'était vraiment hyper touchant. C'est très court, hein, ça se dit très très vite et on s'attarde pas beaucoup, mais c'était très touchant, c'était très réussi, j'ai beaucoup aimé. Je saurais pas quoi vous en dire de plus parce que il se passe pas grand chose en soi en fait, et ça aborde plein de thématiques et en même temps ça aborde pas en profondeur les thématiques, mais c'était très chouette, c'était vraiment touchant, c'est le mot je pense. La deuxième nouvelle a été écrite je crois par l'autrice pendant le Covid, pendant le confinement, et c'est l'histoire d'une entreprise qui va contacter une femme qui a 70 ans je crois, ou 75 ans, qui vit seule et qui lui propose de lui envoyer gratuitement des pastilles à diluer et à ensuite étaler sur ses murs et son sol pour agrandir son intérieur. Et c'est une petite nouvelle assez courte qui était très réussie parce que malgré le peu de pages qu'elle contient, c'était très réussi en termes d'ambiance parce que on démarre sur quelque chose qui est somme toute assez léger, et je trouve que l'autrice arrive peu à peu à faire tomber la lecture dans quelque chose de beaucoup plus lourd, d'un peu angoissant, et en termes d'ambiance c'était très réussi, et en termes de thématique aussi, autour du confinement, autour de l'espace, autour de comment les personnes âgées peuvent être seules parfois aussi chez elles, chez eux. C'était très chouette, j'aurais aimé en avoir plus sincèrement, cette nouvelle. Autant la première était bien en l'état, autant la deuxième j'avais envie d'en avoir plus parce que ça abordait des choses hyper intéressantes. Bref, donc très chouette recueil de 2 petites nouvelles de Sophie Divry. J'aimerais beaucoup découvrir d'autres écrits d'elle. Je crois que j'ai vu récemment un livre d'elle qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais je crois que ça n'est pas de la SF. Donc je ne sais pas, je regarderai à l'occasion. Ensuite, en février, et je ne vais pas m'attarder dessus, je vous le promets, j'ai lu Betty de Tiffany McDaniel, qui a été un de mes coups de cœur les plus puissants de tous les temps. J'ai adoré cette lecture, je pense que tout le monde a entendu parler de Betty, et résumer Betty ne fait pas du tout honneur au contenu de ce livre, comme le disait très bien Sous le ciel, qui en a parlé assez récemment, puisqu'on l'a lu quasiment en même temps. L'histoire de Betty, en gros, c'est l'histoire de cette petite fille au début, qui est née d'un père cherokee et d'une mère blanche, états-unienne,
et qui a je ne sais plus combien de frères et sœurs, je crois qu'elle a 3 frères et 2 sœurs, donc je crois qu'ils sont 6, et il y a eu 2 bébés qui sont décédés très jeunes, et c'est l'histoire de cette famille, c'est l'histoire de tous les membres de cette famille. Betty est celle qui va être le catalyseur, qui va être peut-être celle qui va mettre en mots toutes ces histoires, et donc on va être à la fois sur l'histoire au fur et à mesure de cette enfance et de ce qui va se passer, mais aussi sur des histoires passées de certains personnages autour de ce qui a pu leur arriver, et je peux pas vous en dire plus, et en même temps ça ne rend pas justice à Betty, parce que Betty c'est un livre qui va parler des violences sexistes, sexuelles faites aux femmes, qui va parler de racisme, qui va parler d'homophobie, qui va parler de discrimination, qui va parler de sujets extrêmement triggers, et je vous préviens, Betty contient des triggers très 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 violents. Je pense que c'est un livre qui n'est pas fait pour tout le monde, d'autant qu'il y a beaucoup de scènes dans ce livre qui sont triggers, et je conçois qu'on n'arrive pas à le lire à cause de ça, vraiment, totalement, je le comprends. Moi, ce que j'ai trouvé qui était très réussi, c'est que malgré toute cette violence, toute cette injustice, tout ce sentiment de révolte et de colère que je ressentais, Betty, l'autrice, grâce à Betty, arrive à partager du beau, en fait. Et c'est ça qui était génial, c'est que dans toutes ces vies, ces destins tragiques, ces destins... ces personnes qui vivent des choses injustes, qui vivent des choses violentes, qui vivent des choses vraiment heurtantes, quoi. Je veux dire, pour nous, en tant que spectateurs, spectatrices, il y a de la beauté, il y a de la beauté autour de toute la culture cherokee que le père de Betty essaie de lui transmettre, autour de cette fierté qu'il veut lui transmettre d'être qui elle est en fait, et de pas vouloir être autrement que ce qu'elle est. Et tous ces passages-là étaient d'une beauté incroyable, tous les passages d'amour entre frères et sœurs, qui parlent de peinture, qui parlent de nature, qui parlent de jeu, qui parlent de dessin, qui parlent de choses très lambda du quotidien, même les passages avec la mère où ils ont plus à manger et ils ont vraiment physiquement plus rien à manger, et ils font semblant de cuisiner ensemble, et elle fait semblant de leur donner à manger et de pas manger elle-même ces choses qui n'existent pas concrètement pour leur donner. Tous ces passages-là étaient d'une beauté, extrêmement émouvante en fait. C'était très très beau, c'était touchant, c'était incroyable. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre avec ce qu'il a de révoltant, mais du coup de dénonciation essentielle, et ce qu'il a de beau, ce qu'il a de doux, et parfois ce qu'il a de doux amer aussi. Je vous la recommande, en sachant encore une fois que vraiment il faut être prêt à lire des choses extrêmement dures, extrêmement détaillées. Et je reviens sur ça parce que je sais que c'est un reproche qui a été fait au livre de peut-être trop détailler ses violences. Moi j'ai trouvé que c'était très réussi parce que je pense aussi que l'autrice a fait le choix de ne pas atténuer. Ça veut dire de ne pas faire semblant que ces actes horribles peuvent être tus. Il y a la volonté de porter des voix, il y a la volonté de porter des mots dans les deux sens du terme. Il y a la volonté de porter ça haut et fort, et de dire qu'il n'y a pas à avoir honte, de dire que ça n'est pas normal, de le dénoncer et de montrer à quel point c'est horrible, de montrer à quel point les victimes se sentent trahies, blessées, humiliées. Enfin, c'est des choses très importantes je trouve, et je trouve qu'elle le fait très très bien. Vraiment, Tiffany McDaniel le fait extrêmement bien. Ensuite, j'ai lu Ruth Fielding, qui était un service de presse de chez Novel. J'ai plein de services de presse qui sortent là, je sais pas pourquoi j'ai dû enchaîner, je devais être à la bourre dans mes lectures. Ruth Fielding, donc 2, et je ne sais plus. Bref, c'est un jeunesse à partir de 9 ans que j'ai reçu de la part de Novel, qui était très chouette puisque ça fait partie de la collection Vintage Sisters, qui est donc de la réédition, et je crois que l'attaché presse m'a expliqué qu'il y avait aussi une volonté de modernisation du texte de la part de la traductrice, donc il y a un vrai retravail du texte pour le rendre accessible, tout simplement, et c'est très bien fait. Ruth Fielding, c'est l'histoire d'une orpheline qui va vivre chez son oncle, qui n'a pas une très bonne réputation, et donc on va la suivre à travers à la fois ses ambitions futures, puisqu'elle veut travailler dans le cinéma, ses rencontres, et sa rencontre avec son oncle, le lien qui va se nouer avec son oncle, la rencontre avec des jeunes de son âge, et il y a un petit mystère aussi qui est à résoudre. Ça a un côté vraiment très... comment vous dire, il y a quelque chose de très doux, très nostalgique dans cette lecture, avec vraiment... Enfin, ou alors c'est parce que moi j'ai lu beaucoup de livres qui se passaient aux nord des États-Unis dans le siècle passé, et pour moi il y avait un côté nostalgique à cette lecture, avec voilà cette description très
très pittoresque, j'ai envie de vous dire, des tenues, de la manière dont on vivait. Et il y a en même temps cette volonté de la part de l'autrice et de la part du coup de la traductrice qui a retravaillé le texte, de mettre en avant des personnages, et notamment Ruth, un personnage féminin qui vit dans une société patriarcale où les femmes n'ont pas le droit de vote, où les femmes ont en fait très peu de droits. Un personnage qui veut se battre contre ça et qui a bien l'intention de faire ce qu'elle a envie de faire et d'aller à l'école. Et il y a quelque chose de très Anne de Green Gables en fait dans ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, mais en version 9 ans quoi. Et c'était vraiment une très chouette lecture. Je crois que c'est une trilogie, donc je serais très contente de découvrir la suite parce que vraiment c'était très rafraîchissant quelque part, bien que ce soit un très vieil ouvrage. Dernier roman, j'ai lu Bruxelles d'Éléonore de Villepoix, qui est donc l'histoire de ces oiseaux qui se retrouvent avec des œufs qui disparaissent et donc le conseil des oiseaux va se réunir et tous les oiseaux qui sont des oiseaux de ville vont se réunir pour nommer 3 enquêteurs qui doivent trouver qui vole les œufs. Les soupçons se portent sur les perruches et encore une fois j'ai un doute, je crois que c'est les perruches, je crois que c'est Julia qui m'a confirmé que c'était des perruches. Les perruches qui sont donc des oiseaux tropicaux qui sont importés et parfois qui arrivent à se sauver ou qui sont libérés, qui vivent un petit peu entre eux à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas très bien acceptés des oiseaux qui vivent en ville depuis un certain temps, donc tous les oiseaux typiques, hein, je ne sais pas moi, pigeons, corneilles, rouge-gorge, voilà, tous ceux qu'on connaît. Et donc c'est un roman qui tourne autour de la xénophobie des oiseaux vis-à-vis des perruches et autour de cette enquête et aussi autour de la relation que nous les 3 oiseaux qui sont nommés un petit peu contre leur gré pour mener cette enquête. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très drôle, parce qu'il est très intelligent, avec beaucoup de vocabulaire très précis autour des oiseaux. Il y a une vraie recherche, je pense, de la part de l'autrice autour de l'ornithologie pour dire des choses précises, justes, qui sont très chouettes pour un livre jeunesse, puisque ça permet d'apprendre des choses. Donc vraiment, c'était très réussi pour moi. On a toutes les petites notes très humoristiques qui fonctionnent très bien, qui sont très légères, qui sont plaisantes. Mais pourquoi t'as fait ça? Attends. Non mais attends, mais on déménage pas dans... Attends, je vais prendre le petit carreau. Non mais tu rigoles Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as payé ça combien? 15 €. Mais t'es ma boule ou quoi? Mais tu rigoles? Tu mets dans les chiottes hein. Il y a un niveau de lecture jeunesse qui est très chouette et il y a un niveau de lecture adulte qui est très réussi autour de thématiques typiquement bah voilà, de la xénophobie, du racisme, du rejet, etc. Des soupçons qui pèsent systématiquement sur ceux qui ne sont pas d'ici et vraiment c'est très réussi. C'est un livre je pense qui peut être très intéressant à lire avec son enfant pour parler de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que la plume de l'autrice est très réussie. Il y a quelque chose de très accessible mais à la fois de très travaillé. Donc c'était une très chouette lecture que je vous recommande. D'ailleurs je l'ai passée à mon fils pour qu'il la lise et qu'il la découvre parce que je pense vraiment que c'est un livre qui est sujet à discussion. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture qui aura été à la fois long parce que ça fait 35 minutes que je parle, mais à la fois court vu le nombre de livres que j'ai présentés. Comme toujours, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist vlog février où vous retrouverez a priori mon avis sur tous ces livres de manière détaillée puisque normalement j'en parle au fur et à mesure en vlog. J'essaie de penser à vous remettre les liens directs en barre d'infos, mais si jamais j'oublie, sachez qu'il y a une playlist où je n'ai mis que les vlogs de 2024, février 2024, donc vous pouvez retrouver tout ça dans cette playlist. Voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!